c'était mon regard, mais très bien. Non, la question, je trouvais très intéressante. Elle est d'actualité. Sur le contrat unique, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Sur le contrat unique, c'est vrai que. Alors, c'est pas directement dans la welcome ring, mais c'est toujours en arrière-plan, en fait. Vous êtes là demain, non? Non, il est pas non plus. Je peux pas, c'est un regret parce que c'est quand même très intéressant. Plutôt sur la santé. Déjà, là, je me suis fait remplacer aujourd'hui sur les audiences, mais demain, j'ai des audiences importantes. Ça va revenir, ça va être intéressant. En plus, moi, là, j'ai des trucs sur les résiliations judiciaires, c'est des trucs. On ne laisse pas traîner. Bien, alors nous allons reprendre nos travaux. Nous allons donc reprendre nos travaux après les propos introductifs du professeur Olivier Favreau. Je vais d'abord, pour commencer, peut-être présenter les intervenants à cette table ronde. Donc, nous écouterons tout d'abord monsieur Hugues Bertrand, donc économiste, membre de l'ASER. Ensuite, monsieur le professeur Bernard Bossu, doyen de la faculté de droit de Lille 2. Ensuite, monsieur Bernard Augier, qui est représentant CGT au Conseil supérieur de la prud'homie et président du Conseil des prud'hommes de Lyon. Et enfin, maître plutôt, Jean-Luc Le Thénault, avocat au barreau de Lyon. Alors l'idée, c'est que chacun des intervenants s'exprime donc sur un sujet particulier, sur une question particulière pendant une petite dizaine de minutes, après quoi on laissera peut-être 5 minutes à l'ensemble des intervenants de la table ronde pour éventuellement réagir, rebondir sur ce qui a été dit. Et une fois que chacun aura pu s'exprimer, nous engagerons vers 17h20, j'espère, si nous respectons le timing, un débat avec la salle. Alors commençons d'abord avec monsieur Hugues Bertrand, dans le prolongement de ce qui a été dit en introduction. J'aurais aimé peut-être venir avec vous, monsieur, sur cette question de la corrélation habituellement faite, par certains en tout cas, entre des réformes visant à, disons, assouplir les règles en matière de droit du travail, les règles du droit du travail, et leur effet supposé sur le chômage en France, et avoir peut-être votre regard sur cette corrélation qui est faite. Écoutez, alors là, je crois que je crains de faire une intervention un petit peu décalée si vous me posez la question dans ces termes, parce que je n'ai pas choisi de parler des deux thèmes inscrits, qui sont le contrat de travail et le licenciement. Donc je suis vraiment désolé d'être aussi impertinent. Mais en revanche, je ne suis pas si décalé que ça, car je constate que ça va ressembler étrangement à l'intervention de mon prédécesseur. C'est peut-être pas un hasard s'il est économiste, que nous parlions à peu près de la même chose, c'est-à-dire du rôle du salariat. Je pense qu'on ne peut pas aborder ces questions si on ne se pose pas la question centrale et première du salariat et de l'entreprise, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait devenir. On ne peut pas non plus aborder ces questions si on ne se pose pas ces questions-là. Sinon, on est enfermé dans ce qui commence, moi, à me fatiguer, qui est la question de comment est-ce qu'on se débarrasse des salariés dans l'entreprise, qui est la question principale, et dans une vision dans laquelle les entreprises sont encombrées de salariés qui s'accrochent désespérément à des postes de travail inutiles. C'est la vision qu'on distille en ce moment, et qu'il faut extraire de force, doigt après doigt, de ces postes auxquels ils se cramponnent. Donc je pense qu'il y a quand même, si on raisonne comme ça, moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout alors dans ce cas-là. Et la question qui se pose, c'est celle de faut-il ou non abolir le salariat? Parce que s'il en est ainsi, et si on prend pour référence ce cadre idéologique, on doit abolir le salariat et chercher une autre forme. Pourquoi pas, après tout? D'ailleurs, c'est bien une question qui est posée très concrètement. Quand on parle, il y a un néologisme qui aujourd'hui fait florès et qui va peut-être continuer, ça je ne sais pas, c'est le terme d'ubériser. Donc, ubérisons ici, ubérisons là, ubérisons un peu partout où on le peut,
Et finissons-en avec le statut salarial et ses lourdeurs insupportables. Je pense que c'est une vraie question qu'on a le droit de se poser. Et il est vrai que dans un certain nombre d'activités, cette question se pose très concrètement. On le sait bien, puisque le terme d'ubérisation n'est pas né par hasard, il est né du fait que l'exercice de la profession de chauffeur de taxi, qui effectivement dans des professions qui s'exercent en solo, et j'insiste sur le terme en solo, à partir avec une centrale pour les chauffeurs de taxi qui fait le lien avec la clientèle, la mise en contact et l'interaction, eh bien, on voit bien qu'on peut très bien passer à une autre forme d'organisation parfaitement compétitive, et c'est l'objet de ce qui se passe en ce moment avec le salariat. D'une façon un petit peu plus générale, l'ensemble des activités qui recourent à de la main-d'œuvre peu qualifiée ou aisément substituable sont concernées par cette concurrence d'autres formes d'organisation que la forme du salariat. Et donc la question qui se pose, c'est à quoi sert le salariat finalement? On est obligé de se poser cette question aujourd'hui, à mon avis, si on veut avancer sur les autres questions. Alors, évidemment, on pourrait imaginer qu'il soit né par erreur, ça me paraît peu vraisemblable, par hasard, par générosité de la part de chefs d'entreprise particulièrement généreux, ou sous la pression de syndicalistes bornés et, comme d'habitude, destructeurs de ce que les autres essayent de construire. Alors, c'est une première version. L'autre, que ça aura votre préférence, c'est celle il est probablement né parce qu'on en avait besoin. Donc je pense qu'on en avait besoin. Pourquoi est-ce qu'on en avait besoin? Là, je vais recouper ce que nous disait l'orateur précédent, c'est-à-dire qu'on avait quand même besoin de combiner de plus en plus de savoirs complexes et d'énergie indispensable, d'articuler des compétences et des expériences, et puis de construire dans la durée des apprentissages et de progresser ensemble. Et c'est ça le cœur de ce qu'est le salariat, et en tout cas, c'est la raison d'être du salariat, c'est ça. Hein, c'est cette construction collective, cet apprentissage collectif. Favreau parlait de création collective, ça rentre bien dans ce cadre-là. Et moi, ce que j'appellerais d'une façon un petit peu plus large, la puissance du collectif. C'est quelque chose qui relève de la puissance du collectif. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ce point. Hein. Je vais donc me contenter de donner un exemple pour bien me faire comprendre, et je pense que c'est particulièrement opératoire. Si je considère un technicien en matériaux composites qui se présente sur le marché du travail, sa valeur en tant qu'individu isolé, sa valeur professionnelle est à peu près nulle. Il n'a pas grand-chose à faire. C'est tellement, les conditions d'utilisation de ses connaissances et de son savoir sont tellement particulières qu'il n'y a que quelques endroits où on puisse les utiliser et les accueillir de façon favorable. Si maintenant je suppose qu'il rentre à Airbus, alors là tout change. D'un seul coup, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il est capable de faire devient pleinement utilisable, et sa productivité, à peine a-t-il franchi la porte, devient la productivité Airbus. Il participe à l'affaire Airbus, à la capacité de produire d'Airbus, d'innover d'Airbus, d'évoluer, d'apprendre et de concevoir, de produire et de vendre des avions. Bon, donc ça, il rentre dans ce système-là, et dans ce système-là, sa productivité, d'un seul coup, passe à un niveau terriblement élevé. C'est ça ce que j'appelle, moi, la puissance du collectif, et c'est le fondement du salariat. Et alors, évidemment, ce fondement, cette raison d'être a des contreparties. Les contreparties, c'est que il y a des salaires, des conditions de travail qui ne sont pas n'importe lesquelles, une certaine continuité, une certaine durabilité de la relation, une certaine solidité de la relation, et qui sont autant de... Alors, aujourd'hui, on ne parle plus que d'avantages acquis. Ce sont peut-être des avantages acquis, je ne sais pas, moi. Mais oui, historiquement, c'est tel quel. Mais sont-ils des privilèges odieux ou sont-ils le prix à payer pour permettre ce fonctionnement collectif et ce déroulement de la puissance du collectif qui devient à ce moment-là extrêmement performant. Alors là, je ne peux pas ne pas poser la question, Airbus est-il ubérisable? Alors là, je pense qu'il n'y avait pas besoin de longues démonstrations pour répondre non. Clairement, Airbus n'a aucune chance d'être ubérisé de quelque façon que ce soit. Airbus a besoin de cette puissance du collectif, de l'action collective du salariat pour réussir, continuer, progresser et poursuivre son aventure. Et ce qui fait la solidité et la richesse éventuellement menacée des nations et de notre pays en particulier, ce ne sont, excusez-moi, ce n'est pas du tout une adresse aux chauffeurs de taxi ni aux livreurs de pizza, mais ce ne sont ni les chauffeurs de taxi ni les livreurs de pizza. J'en suis vraiment désolé, mais ce sont les salariés d'Airbus et d'entreprises semblables à Airbus. C'est ça qui fait la solidité économique de l'affaire. Donc la question principale n'est pas celle de savoir comment licencier plus rapidement, plus facilement, à moindre coût.
La question principale, c'est comment créer, construire et faire vivre le plus grand nombre possible d'Airbus, au sens cette fois-ci symbolique du terme, général du terme. Ce qui m'amène à faire un petit détour que vous m'autoriserez peut-être sur l'entreprise, parce que c'est une affaire évidemment d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui? Je ne reprends pas les termes qu'Olivier a développés pour dire qu'on ne savait plus très bien ce que c'était, ça c'est sûr, on ne sait plus très bien ce que c'est. Mais enfin, en revanche, on voit à peu près l'histoire, et je vais faire un tout petit détour historique pour m'en expliquer. L'entreprise, donc, alors c'est une forme juridique, et apparemment on a peut-être une petite différence, mais ça c'est pas grave, inventée pour l'essentiel, donc au 19e, là on est bien d'accord, pour permettre donc à un entrepreneur de rassembler des ressources, des capitaux essentiellement, éventuellement les siens, pour entreprendre et développer des activités économiques lucratives, ça n'échappe à personne. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on a inventé l'entreprise au 19e siècle, je fais un mauvais bruit là, l'entreprise mobilisait et immobilisait surtout des capitaux, des ressources, dans le but de cette activité, et louait pour cela des forces de travail. Alors au début, c'était souvent à l'heure, à la journée, à la semaine, à la saison. Enfin bon, c'était souvent à durée assez limitée. Alors donc le capital était immobilisé et exposé au risque, et le travail était mobile et flexible. On était dans cette répartition-là des rôles de l'un et de l'autre. Et pour le travail, si l'activité venait à diminuer, il suffisait de moins embaucher. La flexibilité était assez facile à garantir. Mais très très vite, les apporteurs de capitaux ont cherché à s'affranchir du carcan d'immobilisation longue et risquée. Et pour ça, ils ont inventé toutes sortes de choses. Alors, ça a commencé par la création de la société anonyme, qui était une invention géniale dans ce sens-là. Puis ensuite, on a quand même développé des tas de marchés de capitaux en tout genre pour rendre le capital extrêmement mobile jusqu'à lui faire atteindre, si vous me permettez, la vitesse de la lumière dans les transactions planétaires. On est vraiment là, la seule limite, c'est la vitesse de la lumière. Et alors maintenant, en sens inverse, pendant que ce mouvement de flexibilisation, de mobilisation maximale du capital se produisait, eh bien, il y avait le mouvement inverse du côté du travail. Plus la puissance du collectif de travail et des coopérations qui lui donnent sa force s'affirmait, plus le travail changeait de nature, de statut. Le statut devenait plus solide, plus consistant, le contrat de travail s'allongeait, et le lien avec l'entreprise devenait beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne, de même que tout ce que je racontais sur la qualité du travail, etc., etc. Donc on a connu deux évolutions parfaitement parallèles, mais opposées ou symétriques. Un capital de plus en plus mobile, de plus en plus détaché de l'entreprise, et un travail de plus en plus lié à l'entreprise, partageant le destin de l'entreprise. Donc la part stable et constante, et risquée aussi, est devenue mobile, et la part mobile est devenue stable, constante, et, je peux le dire aussi, risquée. Donc cette inversion des rôles et de la relation d'entreprise s'est produite sans qu'il y ait de changement dans la nature du pouvoir de l'entreprise, dans la façon dont on avait affecté assez naturellement, d'ailleurs, au départ. Alors, je ne sais pas quel est le bon terme, parce que Olivier m'a troublé avec son histoire sur la propriété de l'entreprise, mais en tout cas, le pouvoir dirigeant, le pouvoir de décision, le pouvoir d'élaboration de la stratégie aux actionnaires et à leurs représentants, ça c'est clair. Hein. Et ça paraissait assez naturel au moment où le capital était immobilisé et où le travail était mobile. Bon. Mais aujourd'hui, où les choses se sont inversées, et même radicalement inversées, on peut se poser des questions sur ce que signifie cette forme d'incohérence. Il y a une forme d'incohérence dans ce qui se passe. Et je vais revenir dessus pour dire que le pouvoir juridique, non seulement est demeuré celui des actionnaires, le pouvoir de décision et de stratégie, mais il s'est même considérablement renforcé. Il s'est renforcé avec la mondialisation, qui donne aux décideurs de l'entreprise, on va dire ça comme ça, qu'il soit, le droit, la possibilité et l'envie d'exercer une forme de chantage en disant, écoutez, si vous n'acceptez ni nos conditions ni nos choix, on va se balader ailleurs, on ira produire ailleurs, etc. Bon, ça, je vous chante un air bien connu, donc je n'ai pas besoin d'insister dessus. Mais là où c'est très étonnant et très paradoxal, c'est que d'une certaine façon, quand même, un drôle de retournement de l'argumentaire, on en est venu aujourd'hui à reprocher à la part devenue constante de l'entreprise, le travail, sa constance et son attachement.
Donc il y a quelque chose quand même de tout à fait surprenant et étonnant dans le développement de l'idéologie actuelle sur ce qu'est le travail et ce qu'est le statut salarial. On sollicite l'engagement total des salariés, mais à condition que dès qu'on décide de les affecter ailleurs ou de changer les choix de l'entreprise, eh bien, ils changent immédiatement. Et donc, au fond, on a un programme, un nouveau programme, un programme idéologique extrêmement consistant, dont l'objet, c'est de rendre le travail, idéalement, aussi mobile et aussi flexible que le capital. Finalement, il y a une espèce de schéma de référence des choix qui consiste à penser que le travail doit devenir aussi volatile que le capital. Je vous passe le discours sur les salariés nomades qui vendent au plus offrant à tout moment. Moi, je pense que ce programme est doublement insensé, et ça pose problème quand même. D'abord, il est insensé au plan macroéconomique. Alors, au plan macroéconomique, pourquoi ? Parce qu'il ignore jusqu'à l'aveuglement la nécessité d'un socle stable dans l'économie. L'économie a besoin d'être lestée. Elle a besoin, pour éviter les fluctuations extrêmes et les raz-de-marée planétaires, de quelque chose qui reste, de quelque chose qui demeure, de quelque chose qui la fixe et qui la leste. Et elle a besoin d'engagement long. Et aujourd'hui, ce n'est plus le capital, c'est le travail salarié qui joue le rôle de lest et qui permet d'éviter les embardées trop importantes et les raz-de-marée. Et il me paraît très dangereux et d'une certaine façon un peu stupide de reprocher au travail de ne pas ressembler au capital de ce point de vue-là. Ils ne jouent pas le même rôle, ils n'ont pas à jouer ce rôle-là d'amortisseur de fluctuations. Et je pense que c'était également une erreur au plan microéconomique, parce que ce qui fait la force d'une économie, c'est le nombre et la puissance des collectifs, de ces collectifs de travail, de ces entreprises industrielles, de ces Airbus, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, qui tissent des réseaux productifs, qui inventent, qui innovent, et qui entraînent dans leur mouvement le reste des activités. Il ne faut pas inverser les choses. C'est Airbus qui permet la multiplication des livreurs de pizza, et on peut multiplier les livreurs de pizza autant qu'on voudra, ça ne permettra de produire aucun Airbus. Il faut dire les choses dans le bon sens. Et dans ce sens-là, le problème que nous avons à nous poser, c'est celui de comment est-ce qu'on crée ou comment est-ce qu'on développe les activités de ce type-là, type Airbus, et non pas l'inverse. En conclusion, donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper de bataille. Il y a bien une bataille, mais on peut discuter. Il y a évidemment le droit des licenciements, la hiérarchie des normes, le contrat de travail, le fonctionnement du marché du travail, mais à condition de choisir le bon référentiel pour juge de paix. La question déterminante est celle des structures productives, des collectifs de travail, de la qualité du travail collectif, des apprentissages individuels et collectifs. C'est ça ce qui devrait nous préoccuper le plus. Et tout ce qui va dans le sens de leur amélioration est favorable à l'emploi et à la création de richesses. Tout ce qui va en sens inverse est défavorable à l'emploi et à la création de richesses. Donc moi, je n'ai rien contre le retour sur le code de travail, sur le dépoussiérage éventuel du contrat de travail, mais je pense qu'il faut, alors dans ce cas-là, il faut aussi dépoussiérer l'entreprise, dans le sens que je viens de vous dire, en rééquilibrant les pouvoirs dans l'entreprise entre les trois grands partenaires que sont les actionnaires, les managers et les salariés de l'entreprise, quelle que soit la façon dont on imagine la représentation de chacun. Là, il faut peut-être faire preuve d'un peu d'imagination. Il se passe des choses en Allemagne et dans les pays germaniques. On peut regarder et on peut fabriquer notre propre système de référence. Mais je pense que c'est une condition, d'une part, de la cohérence de ce que sont les entreprises, ces entités entreprises. Il y a besoin d'une vraie cohérence. Et ensuite, c'est probablement de leur capacité d'adaptation et d'évolution. Et de ce point de vue-là, ce qu'on observe dans les pays germaniques invite plutôt à être un peu inventif et à réfléchir. Je pense aussi qu'il faut réexaminer des choix déjà très anciens et qui, je pense, commencent à la longue à peser lourd sur nos structures productives. Ce sont ces choix de subventionnement du travail peu qualifié, dont on comprend très bien l'origine. Je ne conteste pas le bien fondé de se poser ces questions-là, mais qui conduisent les entreprises à privilégier progressivement de plus en plus, et à la longue de façon beaucoup trop poussée, le travail peu qualifié au détriment du travail qualifié, des collectifs de travail eux-mêmes plus qualifiés et plus performants. Cette question est
régulièrement, enfin et toujours même, éludé. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, on voit bien, les jeux d'acteurs ne l'amènent pas, ils ne peuvent pas l'amener au centre des interrogations. Chacun a quelque chose à perdre en se posant cette question. Mais depuis des dizaines d'années que les choses se passent comme ça, on a quand même fait un choix de descente dans la hiérarchie des systèmes productifs mondiaux qui devient dangereux et qui, à la longue, produit des effets qui sont extrêmement négatifs et dangereux. Nous descendons l'escalier. Donc je pense qu'il faut commencer par réfléchir à la façon de remonter l'escalier et plutôt que d'ubériser notre économie. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer immédiatement la parole à monsieur le professeur Bernard Bossu parce que je crois qu'il a des contraintes horaires et on pourra éventuellement revenir sur l'intervention de monsieur Bertrand après. Alors, la question que j'avais choisi de vous poser est en fait pas directement inspirée du projet de réforme tel qu'il est aujourd'hui en discussion, mais inspiré quand même d'un certain nombre de propositions sur lesquelles vous allez sans doute revenir, sur cette idée du contrat unique, donc dans le prolongement de ce que Olivier Favreau évoquait tout à l'heure, du constat de la disparité des formes contractuelles d'emploi, si j'ai bien compris, auquel vous êtes plutôt favorable. Donc, à rebours de ce constat-là, cette idée donc d'intégrer, d'instaurer un contrat de travail unique avec des droits progressifs qui évolueraient en fonction de l'ancienneté. Donc voilà, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur cette proposition-là. Très bien, merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous. Alors, je me réjouis d'être ici parmi vous, et puis je remercie le doyen Marc Véricel et toute son équipe de m'avoir invité pour participer à cette réflexion. Alors, pour en revenir à votre question sur le contrat unique, alors c'est vrai que ce n'est pas directement au cœur du projet de loi actuel, mais depuis quelques mois, depuis quelques semaines, on voit ressurgir l'idée d'un contrat unique. Alors c'est une solution qui avait déjà été envisagée il y a quelques années, au début des années 2000. On avait vu fleurir les rapports réfléchissant à l'idée d'un contrat unique. On avait eu le rapport d'Olivier Blanchard et Jean Tirole, Protection de l'emploi et procédure de licenciement en 2003. Le rapport de Michel Candesus, le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France en 2004. Et puis le rapport de Pierre Cahuc et Francis Kramartz de la précarité à la mobilité, qui était paru en 2005. Alors, réfléchir sur le contrat unique, je vais faire ça de façon simple, voilà, en n'étant pas trop technique, pour que ce soit accessible à tout le monde. Ça a suscité en moi en fait 3 interrogations. Je me suis posé 3 questions par rapport au contrat unique. Première question, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait un contrat unique? Quels sont les arguments qui sont avancés en faveur du contrat unique? Deuxième question, une fois qu'on connaît les arguments, comment on fait? Comment on met en œuvre le contrat unique? Et puis, troisième interrogation, forcément, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que ce sera efficace? Est-ce que ça va répondre au pourquoi? Donc un plan en 3 parties, enfin 3 idées, hein, même si ce sera très déséquilibré, ce n'est pas le vrai plan du juriste qui est normalement en 2 parties. Et là, vous voyez, hein, je prends quelques libertés avec tout ça. Donc ma première question, c'est pourquoi? Alors je vais aller assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés dans les rapports pour le contrat unique. Moi, j'en retiendrai un seul, parce que cet argument-là, on le retrouve quasiment dans tous les rapports. J'ai un certain nombre de rapports, on le trouve partout. C'est répondre à la segmentation du marché du travail. Voilà. C'est le mot qu'on trouve partout dans tous les rapports, répondre à la segmentation du marché du travail. Alors c'est vrai que le droit du travail, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est construit pour être appliqué à des salariés dont les emplois présentaient certaines caractéristiques. Une relation de travail durable, une relation de travail exclusive, le salarié n'avait qu'un seul employeur, un travail à temps plein, organisé de façon stricte, avec un lieu spécifique, l'entreprise. Et depuis la fin des années 70, on a assisté à la multiplication de petits contrats, ce qu'on appelle, pour dire simplement les choses, une précarisation de l'emploi, CDD, contrat de travail temporaire, recours à la sous-traitance, etc. Et donc un éclatement de la collectivité de travail. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui interviennent dans l'entreprise ou participent à son activité sans faire partie de ce que l'on peut appeler le noyau dur de l'entreprise. Donc d'un côté, on a aujourd'hui les permanents, ceux qui ont donc un CDI à temps complet,
Et puis, de l'autre côté, on pourrait, c'est schématique bien sûr, parler des sous-protégés qui seront privés des droits reconnus aux salariés de droit commun. En résumé, donc, le monde du travail serait aujourd'hui segmenté par la pluralité des contrats. Et ce sont bien évidemment les personnes les plus vulnérables qui occupent les emplois précaires et qui, par conséquent, rencontrent les plus grandes difficultés pour se loger ou obtenir des prêts bancaires. Dans ces conditions, et si je présente les choses ainsi, il est évidemment incontestable que l'idéal pour un salarié, c'est l'obtention d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. On pourrait dire, il y a quelques mois, il y avait eu le slogan du mariage pour tous, là ce serait finalement le CDI pour tous. Qui n'inspire pas la stabilité de l'emploi ? Personne, évidemment, ne peut contester l'idée qu'il faut sortir de la précarité et gommer les inégalités sociales. Mais, deuxième temps dans mon intervention, c'est comment un contrat de travail unique permet-il effectivement de satisfaire à cette ambition ? Alors, l'idée de contrat unique, pour moi, elle me semble intéressante, mais d'un point de vue intellectuel, dans la mesure où elle permet de rechercher à l'objectif qui est avancé, ce qu'on a vu dans le pourquoi, la stabilité de l'emploi. Donc, regardons le contenu des différents rapports, je fais assez vite, je vous rassure tout de suite, pour voir comment, dans ces différents rapports, on arrive à atteindre l'objectif qui est affiché, la stabilité de l'emploi. La plupart des rapports évoquent, d'ailleurs souvent sans grande précision, un contrat dans lequel les droits des licenciés et les devoirs des employeurs augmenteraient progressivement en fonction de l'ancienneté et de l'expérience du salarié sur le marché du travail. Pour faire simple, par exemple, dans tel rapport, on nous dit, pendant une période initiale, 18 mois, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, on n'applique pas les règles qui gouvernent le droit du licenciement. Mais en contrepartie, la rupture à l'initiative de l'employeur donnerait lieu à une indemnisation. Par exemple, dans un rapport, on nous dit que ce serait 10% des salaires versés depuis le début du contrat. Et puis, au-delà des 18 mois, en fonction de l'ancienneté, des indemnisations complémentaires seraient versées. Certains rapports préconisent également de décharger l'employeur de toute obligation de reclassement. On sait le poids de cette obligation, notamment dans le cadre du licenciement économique. L'employeur devrait verser en fait au pouvoir public une contribution de solidarité qui servirait à financer les dépenses d'accompagnement des personnes privées d'emploi, contribution qui pourrait être proportionnelle au salaire perçu par le salarié licencié sur la durée de l'emploi. Cette dernière proposition conduit donc en fait à externaliser les reclassements. Les reclassements seraient pris en charge par un organisme tiers qui serait financé par cette contribution des entreprises. De façon globale, c'est moins l'idée de sécurisation de l'emploi que celle de sécurisation des parcours professionnels qui est mise en avant. L'objectif est de sécuriser le travail, non pas dans le cadre d'un emploi ou d'une entreprise, mais de sécuriser les travailleurs dans le cadre de leur vie tout au long de leur parcours professionnel. Voilà donc le comment donné dans ces différents rapports. Et mon troisième point, évidemment, il sera un peu plus long. Là, c'est le juriste maintenant qui va réfléchir à la pertinence des solutions avancées pour aboutir à cette stabilité de l'emploi. Alors, il y a plusieurs questions extrêmement importantes. La première question, je me contenterai de la poser. Est-ce que le contrat unique est véritablement adapté aux réalités économiques et sociales ? Est-ce qu'on ne peut pas considérer, mais je n'ai pas forcément la réponse, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'une offre variée de contrats permet au contraire d'accroître l'efficacité du droit par une meilleure adaptation des normes à la diversité des situations ? Est-ce que vraiment le contrat unique, c'est la réponse à toutes les situations ? Première question. Deuxième question, contrat unique à durée indéterminée, ça veut dire, en fait, exit les contrats à durée déterminée. Il n'y a plus que le CDI. Est-ce qu'il est judicieux, pertinent, d'interdire le recours au CDI ? Bien évidemment,
personne ne peut décemment encourager l'emploi précaire. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais à l'instar des partenaires sociaux, je reprendrai l'accord cadre au niveau européen sur le contrat de travail à durée déterminée, je reprends la formule des partenaires sociaux, les contrats de travail à durée déterminée, dit l'accord, répondent dans certaines circonstances à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des salariés. Comment peut-on nier l'intérêt d'un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent ou pour pourvoir un emploi saisonnier? Le problème, me semble-t-il, mais ce n'est que mon point de vue, n'est pas tant de lutter contre les contrats précaires que de faire respecter la loi. Le Code du travail nous dit, en principe, le contrat est conclu sans détermination de durée. Le contrat à durée déterminée, ajoute le Code, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Alors certes, on a tous en tête les chiffres, ils ont été rappelés dans beaucoup de revues au cours des derniers mois. Il y a un nombre impressionnant de CDD qui ont été conclus en France depuis quelques années, ce qui montre que le CDD est devenu finalement un mode de gestion de la main-d'œuvre. Mais cette augmentation incroyable du nombre de CDD se fait évidemment en violation flagrante de la loi. Est-ce que le contournement systématique de la règle de droit justifie son abandon? Faut-il renoncer au contrôle et à la sanction? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de faire respecter les textes en vigueur? Je pense qu'il ne faut pas oublier que le droit du travail s'est construit en réaction à des pratiques qui portaient atteinte à la dignité humaine. Aligner le droit du travail sur les pratiques risque de réduire la matière à un contenu très limité, voire insignifiant. Alors attention, je ne m'interdis pas pour autant de réfléchir à la législation actuelle sur les CDD. Peut-être que cette législation n'est pas toujours bien adaptée. Peut-être qu'il faudrait élargir les cadres courts. Pourquoi pas? J'ai vu des propositions, par exemple, où on disait ouvrir le CDD aux seniors, ceux qui il manque quelques années pour atteindre la retraite. Pourquoi pas? Réfléchir effectivement au système actuel des CDD, remettre en cause totalement le CDD, vous l'avez compris, ça ne me semble pas pertinent. Autre réflexion. Si donc je suis toujours la proposition, un contrat à durée indéterminée unique. Alors, qu'est-ce que deviennent dans ce système mes emplois qui sont par nature temporaires? La seule solution, et on le voit bien dans ce rapport, c'est élargir les motifs de licenciement. On voit par exemple comme nouveau motif la fin du remplacement, le terme de la saison. Mais alors, on peut se demander finalement en quoi les salariés affectés à ces tâches précaires gagneraient en termes de stabilité de l'emploi. On peut même redouter l'effet inverse. On peut même redouter qu'une concurrence s'instaure entre les salariés pour conserver l'emploi. Le salarié qui remplace la personne absente pourrait tenter de travailler bien au-delà des efforts qui sont normalement commandés par son poste pour conserver l'emploi. Et l'employeur serait évidemment très sensible à l'augmentation des gains de productivité et finalement, il pourrait licencier celui qui reprend son emploi à l'issue de la période de suspension et conserver le remplaçant. Autre interrogation, la réglementation qui gouverne le licenciement, parce que finalement le CDI, contrat unique à durée indéterminée, convient, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, à revenir sur la réglementation qui gouverne le licenciement. Donc pour faire simple, grosso modo, dans tous les rapports, on a une période initiale, plus ou moins longue, pendant laquelle ne jouent pas les règles du licenciement. L'employeur devrait simplement verser une certaine somme s'il décide de rompre le contrat. Ça veut dire qu'à condition d'en payer le prix, on pourrait, entre guillemets, se débarrasser d'un salarié. Alors, cette solution, outre son caractère qui semble tout de même assez choquant, pourrait avoir un effet dévastateur sur l'ensemble du droit du travail.
Dès lors que l'acte de licencier n'est plus contrôlé, c'est en fait l'ensemble de la législation du travail qui risque d'être privé d'effectivité. Et une telle solution ne déboucherait absolument pas sur une sécurité juridique pour le travailleur. À une insécurité fondée sur un type de contrat se substituerait une autre insécurité fondée cette fois-ci sur l'ancienneté. Et puis enfin, je pense que l'exigence d'un motif réel et sérieux de licenciement, c'est un gage de responsabilité juridique, sociale et morale. S'il suffisait de payer pour congédier, même pendant une période limitée, c'est toute cette responsabilité qui va disparaître. Un mot sur le reclassement. Je l'ai dit tout à l'heure, certains nous disent le reclassement, il faudrait l'externaliser. L'employeur verserait une certaine somme et c'est un organisme tiers qui s'occuperait du reclassement. Là aussi, on peut être partagé sur cette solution. Certes, nul ne le contestera, il faut mobiliser tous les acteurs pour favoriser le reclassement, permettre aux salariés d'accéder réellement à un emploi. Mais l'idée que l'employeur ne cherche pas le reclassement et il paye, c'est un peu l'idée qu'on a c'est un peu la démarche pollueur-payeur, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut décharger l'employeur, dispenser l'employeur de son obligation de reclassement avant la rupture? Qu'après la rupture, effectivement, c'est tout à fait normal, hein, des organismes, une prise en charge par la société du reclassement, c'est une chose. Gommer le reclassement avant la rupture, c'est autre chose. Cette solution risquerait en fait de déresponsabiliser l'employeur et mettrait fortement à mal l'idée de responsabilité sociale des entreprises auxquelles on est tous très attachés depuis quelques années. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, un droit du licenciement qui ne s'applique qu'aux salariés disposant d'une ancienneté minimale. On a connu quand même cette solution. On se souvient tous du contrat nouvelle embauche et la façon dont le CNE s'est terminé. Est-ce qu'il faut ériger en modèle les règles qui ont débouché en pratique sur une totale insécurité juridique? Vous vous souvenez tous de cette ordonnance du 2 août 2005, CNE, qui était destinée aux petites entreprises, celles ne dépensant pas 20 salariés, contrat qui était présenté à l'époque comme répondant, on voit bien le lien avec les préoccupations actuelles, répondant aux besoins de développer l'emploi en restaurant la liberté d'entreprendre. C'était ainsi qu'était présenté le CNE. Et pour faire simple, donc pendant 2 ans, on n'appliquait pas les règles gouvernant le licenciement, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. À quoi s'est-on heurté sur le plan juridique? Tout d'abord, l'employeur ne pouvait pas échapper à l'édifice qui vise à réprimer les comportements discriminatoires et les atteintes apportées aux libertés fondamentales. D'ailleurs, le texte prévoyait le maintien de ces règles. Donc il y a déjà les droits fondamentaux auxquels on ne peut pas échapper. Deuxième difficulté, le droit disciplinaire. L'employeur ne pouvait pas échapper au droit disciplinaire prévu par la loi du 4 août 82 qui suppose une procédure et une justification au fond. Troisième difficulté, on ne pouvait pas, malgré la non-application des règles gouvernant le licenciement, échapper au contrôle du juge. Celui-ci devait forcément réapparaître dans le cadre de la théorie de l'abus de droit. Il n'y a plus en France de droit discrétionnaire. Tous les droits sont susceptibles d'être contrôlés. Appliquer la théorie de l'abus de droit, est-ce que c'est une plus grande sécurité juridique pour l'entreprise que d'exiger une cause réelle et sérieuse? Je n'en suis pas sûr. Et puis enfin, le texte était peu compatible avec l'ensemble des engagements internationaux de la France, notamment la convention numéro 158 de l'OIT, qui exige un motif valable de licenciement. Et pour faire simple, j'entre pas dans les détails, le respect d'une procédure. Et on sait que, sans attendre la décision de la Cour de cassation qui a condamné le CNE pour violation de la convention de l'OIT, la loi du 25 juin 2008 avait déjà abrogé ce contrat.
Alors, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que le droit français n'est pas dans une tour d'ivoire. Il faut respecter les conventions internationales. La France ne peut pas échapper au droit européen, même si on l'a compris tout à l'heure, il a tendance à se flexibiliser. On ne peut pas se soustraire aux règles qui permettent la concrétisation des droits fondamentaux. Il me semble tout à fait illusoire de croire ou de faire croire que l'acte de licencier pourra échapper demain au contrôle du juge. Il est impossible de priver quelqu'un de l'accès au juge, qui est un droit fondamental reconnu notamment par la Convention européenne. Alors pour autant, je ne veux pas avoir une vision qui ne veut rien changer. Il y a sans doute des choses à faire, il y a sans doute des efforts à faire pour rendre effectivement le droit du travail plus clair, plus accessible. Peut-être, par exemple, pour vous donner une illustration, sur la motivation de la lettre de licenciement et l'idée pour la Cour de cassation que s'il manque tel mot, c'est réputé sans cause réelle et sérieuse, c'est peut-être excessif. Il y a peut-être des hypothèses où l'employeur est tout à fait de bonne foi et le fait que la lettre ne soit pas absolument parfaitement motivée conformément à l'esprit de la jurisprudence, ça peut être discuté. Pour autant, il ne faut pas abandonner, me semble-t-il, la finalité de la règle de droit. Il ne faut pas l'abandonner à des préoccupations financières. Sinon, la règle de droit perd son objet premier, qui est d'obliger, de permettre ou d'interdire à la lumière d'une échelle de valeurs sociales, économiques ou morales. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors peut-être quelqu'un veut-il rebondir sur ce qui a été dit, sur le contrat unique, du point de vue économie, du point de vue du praticien, pas nécessairement. Oui, alors sur le contrat unique, je crois que, comme vous l'avez parfaitement décrit, beaucoup de tentatives ont été faites et on a beaucoup écrit sur le sujet. L'expérience pratique en entreprise montre qu'effectivement ça a été un échec total. Par exemple, sur le CNE, vous avez évoqué le CNE, avant même que la loi le réforme pour les raisons que l'on connaît, en pratique dans les entreprises, on s'est très vite aperçu que ça n'apportait rien, si ce n'est des ennuis supplémentaires, notamment parce qu'on passait de la notion de cause réelle et sérieuse à celle de l'abus de droit et qu'on n'avait réglé aucun problème. Et je crois qu'en allant sur une notion de contrat unique, pour des praticiens, c'est réellement une véritable hérésie que de réfléchir à ça, parce qu'il y a une réelle finalité, vous l'avez dit, au contrat à durée déterminée. Il y a un véritable besoin pour l'entreprise, parfois pour les salariés, je dirais quand même plus souvent pour l'entreprise. Et je conclurai également pour le vivre souvent au quotidien. Aujourd'hui, le problème du contrat de travail, même s'il y en a une multiplicité, qu'il faudrait, comme dans tout le droit, faire un ménage certain, le problème majeur, c'est effectivement le respect de la règle de droit. Et notamment sur le contrat à durée déterminée, les textes sont parfaitement clairs. Et s'ils étaient respectés, on n'aurait pas cette multiplicité de litiges qui arrivent ensuite, non pas sur le licenciement, mais sur des problématiques de requalification de CDD, et avec les mêmes conséquences financières pour l'entreprise d'ailleurs que sur des licenciements abusifs. Sans aborder l'ensemble, dans ma réponse, l'ensemble du projet, ça rejoint aussi la préoccupation que nous avons et que nous avons proposée d'ailleurs dans le cadre du débat, puisqu'on reproche souvent que nous nous opposons sans proposer. Nous avons proposé un code du travail du XXIe siècle où, vous le savez, nous réfléchissons et nous avons beaucoup réfléchi sur la sécurité sociale professionnelle, le statut du travail salarié, notamment en instaurant des droits qui soient transférables et opposables au nouvel employeur, que ce soit en matière d'ancienneté, de formation, d'adaptation et de classification, pour permettre justement à ce que les salariés ne repartent pas de zéro à chaque fois qu'ils changent d'entreprise. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le lot d'un certain nombre de salariés que de changer et d'entreprise
et de métier d'ailleurs, puisque quelquefois ils changent même de convention collective, et à ce moment-là, les droits repartent à zéro en fonction des conventions collectives qu'il y a. D'ailleurs, demain, avec les accords d'entreprise, on risque d'avoir ce même style, entre guillemets, de droit. En fonction de l'entreprise, on va avoir un accord d'entreprise qui va être différent d'une entreprise à l'autre. C'est ce que nous, on a comme vision, entre guillemets, d'un code du travail par entreprise. Donc voilà, ce que nous, on ne veut pas, bien évidemment. Mais je crois que la réflexion, pour nous, elle est plutôt sur la sécurité sociale professionnelle et sur le statut du travail salarié que nous avons proposé dans le cadre de ce projet de loi, dans le cadre d'une négociation. Alors une négociation, bien évidemment, qui aurait dû être en amont, entre guillemets, de ce projet, qui n'a pas eu lieu, mais j'y reviendrai en 2 mots tout à l'heure sur la forme dans laquelle ce projet a été proposé, et donc qui illustre aujourd'hui, effectivement, ce pourquoi, bien évidemment, un certain nombre de salariés sont en opposition avec ce projet, entre autres, bien évidemment, du contenu. Écoutez, puisque vous avez pris la parole, vous allez la garder. Pas de problème. Alors, je sais que vous voulez aussi intervenir sur la méthode, ou plutôt peut-être l'absence de méthode avec laquelle le gouvernement a entrepris de réformer le Code du travail. Alors peut-être juste après ça, on pourrait revenir ensemble sur, d'un point de vue assez général, votre position sur la négociation sur l'emploi et sur donc les accords, ces nouveaux accords de préservation et de développement de l'emploi qui permettraient, si l'article 11 donc, du projet de loi était adopté, de licencier les salariés qui s'opposeraient à l'application de cet accord, étant précisé dans la loi que ce licenciement reposerait donc sur une cause réelle et sérieuse. Donc, ma question à propos de ce dispositif, elle est double. D'abord, comment vous envisagez ce type de négociation? J'imagine que vous l'envisagez de manière assez mal. Et ensuite, plus précisément, alors là, c'est peut-être plutôt en votre qualité de membre du Conseil supérieur de la prud'homie, votre point de vue sur ce qui resterait comme marge d'appréciation pour le juge sur la cause réelle et sérieuse de ce type de licenciement. Voilà. Oui, alors, en quelques mots, je vais revenir sur la forme, qui me paraît pas uniquement une question de forme, mais du pourquoi on est dans cette situation. Je crois que ça a été rappelé par le professeur Pellissier dans son introduction. La CGT et d'autres organisations, y compris, je pense, les organisations professionnelles, ont été mis au courant du projet de loi El Khomri par Les Échos, qui a publié le texte en amont. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais été concerté avant. Et pour plus de concret, je dirais, la réunion du Conseil supérieur de la prud'homie qui devait se pencher effectivement sur une 60aine de pages du projet El Khomri, qui touche directement, entre guillemets, et le rôle du juge prud'homal et les conseillers des prud'hommes, avec bien évidemment la question de la barémisation sur lesquelles je dirai 2 mots. On a reçu le texte le vendredi soir et la réunion était le mardi après-midi. Voilà, ce qui nous laissait le week-end pour examiner les textes. Autant vous dire que la discussion a été rapide et qu'on a refusé, dans ces conditions, de discuter du texte, puisque les partenaires sociaux, et notamment les organisations syndicales de salariés, n'avaient pas été consultés en lieu et forme d'un projet aussi important pour l'avenir des salariés, et j'y reviendrai tout à l'heure. J'ajoute simplement que c'était, encore une fois, une des propositions du candidat Hollande. Je le dis quand même. Il voulait même inscrire dans la Constitution, c'est l'article 55-1 de son programme, modifier la Constitution pour qu'elle reconnaisse et garantisse la concertation avec les partenaires sociaux pour les textes qui les concernent. Voilà, c'est encore un engagement qui n'est pas tenu, mais on a un peu l'habitude, malheureusement. Deuxième élément, c'est sur la philosophie du texte, qui est la philosophie qui reprend une vieille ancienne patronale, une vieille ancienne du MEDEF, qui est licencier mieux pour embaucher plus. Là aussi, ça a été rappelé en 1986 avec la fin de l'autorisation administrative de licenciement. On a vu derrière, le chômage a continué à progresser. Plus récemment, c'est le CICE. On a octroyé 40 milliards. Il reste encore un peu
a donné des milliards au patronat qui s'est engagé à embaucher, on voit qu'il n'a pas embauché du tout. Et là, on voudrait nous faire croire qu'en licençant mieux, on pourrait embaucher plus de salariés. Moi, j'ai repris les chiffres de l'actualité en fonction des textes tels qu'ils sont aujourd'hui. On a environ 650 000 licenciements par an. Ce ne sont pas les chiffres de la CGT, c'est les chiffres du ministère de l'économie. C'est lors du débat Macron où il y avait une statistique qui était sortie, vous pouvez retrouver sur Internet. Je crois qu'on doit être même en 673 000, je crois, pour être précis, licenciements. Vous ajoutez aux 350 000 ruptures conventionnelles qui, selon une étude de la DARES, sont souvent quand même positionnés par l'employeur plutôt que par le salarié, dans la grande majorité. Donc ça veut dire qu'il y a pratiquement 1 million de salariés qui disparaissent des entreprises tous les ans. Et bien évidemment, vous avez pu constater que malheureusement, le chômage continue de progresser, si ce n'est ce dernier mois, mais c'est un autre débat. Donc je ne vois pas la corrélation, entre guillemets, avec la possibilité de licencier. Aujourd'hui, on licencie largement 1 million de salariés, je répète, ou 650 000 si on enlève les ruptures conventionnelles. Donc ce n'est pas très positif, entre guillemets, comme argument. Dernier élément qu'on a entendu pour que cette loi soit justifiée, c'est le coût du licenciement. La prévisibilité du coût du licenciement, d'où le fameux barème. Alors je rappelle simplement que ce barème avait déjà été mis dans la loi Macron au dernier moment d'ailleurs, sans aucune concertation dans le cadre d'un 49.3, on a rajouté le barème. Bon, le Conseil constitutionnel a invalidé, entre guillemets, le système, et ce barème revient. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation statistique, c'est qu'il y a moins de saisines des conseils de prud'homme depuis un certain nombre d'années. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'affaires. Voilà, on tourne autour de 200 000, on doit être un peu moins, je crois, les derniers chiffres doivent être autour de 180 000 saisines des conseils des prud'hommes. Et la statistique montre qu'il n'y a que 25% des salariés qui ont été licenciés qui viennent devant les conseils de prud'homme. Donc voilà. Alors, qu'on ne nous dise pas, effectivement, que ce soit les prud'hommes qui soient à l'origine, entre guillemets, des problèmes pour embaucher des salariés et que le coût d'un licenciement est très important pour les employeurs. Alors, l'exemple que donne M. Gattaz est souvent le même, d'ailleurs. Il prend un salarié qui doit gagner beaucoup d'argent, qui doit avoir été dans la section encadrement, je suppose, et qui, effectivement, compte tenu de ses revenus, a été condamné à une somme importante. Ben oui, ça fait partie aussi, entre guillemets, de l'appréciation que peuvent avoir les conseillers prud'hommes face à un licenciement. Puis, dernier élément quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que le conseil du prud'homme, ce n'est pas que des salariés qui y siègent, c'est des salariés et des employeurs. Et que le conseil du prud'homme ne prend des décisions qu'à la condition qu'on arrive à se convaincre les uns les autres de la décision à prendre en fonction, bien évidemment, du droit applicable. Donc voilà, je dirais le MEDEF joue presque contre ses propres conseillers prud'hommes, qui, eux, dans l'activité prud'homale de tous les jours, tentent un maximum de faire baisser les montants des dommages et intérêts. Alors, ils peuvent le faire ou ils ne peuvent pas le faire, ou ils essayent de le faire, mais à tout le moins, entre guillemets, ça fait partie de leur mandat au sein du Conseil des prud'hommes. Ils essayent de faire baisser la sanction. Donc, c'est déjà en application dans les conseils des prud'hommes. Donc, pourquoi vouloir rajouter un barème pour limiter les condamnations ? Je rappelle simplement, mais je crois que l'assistance est bien au courant, que déjà dans le Code du travail, il y a une différence entre la petite entreprise et la moyenne et l'autre, enfin en dessous de 11 salariés et en dessus de 11 salariés. Donc c'est déjà prévu. La sanction n'est pas la même. Donc c'est déjà prévu dans le Code du travail. Et puis, dernier élément, on nous a parlé d'un barème qui a disparu dans le cadre de la discussion. Alors est-ce que c'était un os à ronger en se disant on va le mettre et puis s'il y a des syndicats qui rouspètent un peu, on va leur enlever le barème. Bon, voilà. Sauf qu'on ne sait toujours pas si les planchers seront réintroduits dans le texte. C'est-à-dire si les 6 mois seront réintroduits. On n'en sait rien. Pour l'instant, à part la fourchette haute, tout ce qui est plancher, je n'ai pas vu, entre guillemets, pour l'instant, d'éléments qui prouvent qu'on va remettre les planchers. Et puis, dernier élément
sur les montants des dommages-intérêts, c'est que le texte aussi avait divisé par deux les condamnations. Quand le Code du travail prévoit 1 an, 12 mois de dommages-intérêts, on divise par deux. Dans le texte initial, c'était ça. Notamment dans le cadre du reclassement, en matière d'absence de reclassement, en matière de salariés victimes d'un accident du travail, une maladie professionnelle. Donc voilà. Donc on est aujourd'hui dans l'incertitude sur les planchers. Alors je vois bien qu'on parle du barème, mais parlons aussi malheureusement du plancher qui risque, entre guillemets, de disparaître. Donc voilà, je crois que voilà, la situation, elle est celle-là, avant de commencer à regarder ce texte tel qu'il est discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors moi j'ai relevé un propos, alors je ne vous pose pas la devinette, mais Bruno Leroux, qui est le leadership, le chef de file des députés socialistes à l'Assemblée, a cette phrase qu'on pourrait attribuer d'ailleurs au MEDEF: il ne faut pas que le CDI soit une prison dont le chef d'entreprise ne puisse plus ensuite se dégager. Quand c'est ça, c'est clair, on n'embauche pas et on n'embauche pas en CDI. Voilà, déclaration qui laisse à penser effectivement la pensée ou l'objectif poursuivi par la majorité. Donc voilà, ce texte tel qu'il se présente à l'Assemblée. Alors, ce qui est cocasse, c'est que j'apprenais ce matin que la Cour de cassation faisait une recommandation par rapport à une recommandation en disant au gouvernement, au Parlement, il faudrait harmoniser le droit français par rapport aux congés payés, et notamment en période de maladie. Quand on est en maladie, on acquiert des congés payés. Bon, vous savez, il y a des Cour de justice européenne qui a déjà rendu des décisions, et la Cour de cassation vient de faire une recommandation au gouvernement en disant il faut harmoniser, il faut donner effectivement, quand des salariés sont malades, eh bien, ils sont en maladie, ils ne sont pas en congé, donc il faut leur donner aussi la possibilité d'acquérir des congés payés. Ça, c'est cocasse parce que quand on voit les reculs qui sont discutés aujourd'hui par la loi El Khomri et les recommandations de la Cour de cassation, j'ai bien peur, encore une fois, vu la philosophie poursuivie aujourd'hui, que ce soit une aide de non-recevoir par rapport à ce texte. Alors, après, on a la philosophie, et puis après, il y a ce qui est dans le texte. Alors, effectivement, la CGT considère que ce texte n'est ni amendable ni négociable, qu'il faut retirer le texte, parce que nous sommes, pour une négociation sur ces questions-là, du Code du travail et du contenu du Code du travail, mais une négociation qui permette effectivement à ce que des points de vue différents soient opposés entre eux, argumentés, permettre un grand débat sur ces questions qui touchent les salariés dans les entreprises, pas comme a fait le gouvernement de proposer un texte sans négociation. Donc, on n'est pas opposé, la CGT n'y est pas opposée, en même temps qu'elle fait des propositions, à ce qu'il y ait des négociations pour regarder comment on peut, dans le cadre bien évidemment d'une solution du mieux-disant social, et non pas inverser la hiérarchie des normes, mais plutôt pratiquement constitutionnaliser la hiérarchie des normes. Ça serait un pas important pour qu'effectivement on ne touche plus jamais au fait de la hiérarchie des normes et notamment du principe de faveur qui gouverne bien évidemment l'application des droits pour les salariés et des négociations et des accords qui sont signés par les organisations syndicales. Alors, voilà, alors il y a la hiérarchie des normes, il y a bien évidemment le référendum d'entreprise. Je ne développe pas plus. Référendum d'entreprise, il n'échappe à personne qu'il existe un lien de subordination entre un salarié et un employeur, qui a 6 millions de chômeurs et que quand il y a 6 millions de chômeurs, ça pèse sur l'application du droit. D'ailleurs, on le voit tous les jours au Conseil des prud'hommes. Là encore, il serait peut-être bien que celles et ceux qui proposent ou qui discutent de ces questions qui touchent au droit des salariés et qui disent que le Code du travail est trop complexe, viennent par exemple dans les audiences de référé des conseils des prud'hommes. Ils verront qu'il y a des mesures très simples qui ne sont pas appliquées, notamment le paiement des heures supplémentaires. Ah oui, le salarié, il a des heures supplémentaires, elles ne sont pas payées. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Non, c'est facile à appliquer. On pourrait multiplier le droit au congé payé, les documents que l'employeur doit délivrer aux salariés. Oui, ça c'est simple, mais ça, il ne l'applique pas. Donc, il paraît compliqué d'aller dans le sens de dire le Code du travail est obèse, comme certains ont pu l'écrire. Donc voilà, alors après, je dis référendum d'entreprise,
Et puis, alors, je laisse volontairement de côté parce que c'est un sujet qui me passionne, mais malheureusement, je ne serai pas là demain, c'est la question de la santé au travail. Et donc, du texte qui est dans la loi El Khomri qui dit on va moderniser la médecine du travail. Bravo. Pour ceux qui ont lu le texte, ils ont vu que c'était une atteinte à la santé des salariés, puisqu'on va supprimer la visite d'embauche. Alors là encore, le contentieux prud'homal, il est truffé d'affaires où la visite d'embauche, aujourd'hui, elle n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'on embauche des salariés, on ne sait même pas s'ils sont aptes à travailler. Voilà, donc ça fait partie du contentieux prud'homal qu'on a à peu près aujourd'hui, assez régulièrement, et qui vient devant les conseils des prud'hommes. Et voilà, et donc le gouvernement a considéré peut-être que, compte tenu que les employeurs ne l'appliquaient de moins en moins, c'est plus la peine de le faire figurer dans le Code du travail. Je passe parce que vous allez certainement y revenir demain, mais voilà, c'est un volet sur la médecine du travail et sur la santé des salariés qui n'est pas abordé dans les médias, on n'en parle pas, et pourtant c'est un volet très important parce que là on touche à un droit fondamental et un droit qui est inscrit d'ailleurs dans la Constitution, qui est le droit à la santé et le droit à la préservation de la santé des salariés. Et puis j'en arrive au thème qui m'a été dévolu sur les accords, les fameux accords sur le maintien dans l'emploi. Alors là, c'est un point effectivement sur lequel on va pas être d'accord. De toute façon, c'est un point sur lequel je vais donner un certain nombre d'éléments. Alors, il faut savoir quand même que il y a déjà des accords de maintien dans l'emploi. Quand il y a des graves difficultés économiques, c'est la loi de sécurisation de l'emploi. Sur les statistiques, je crois qu'il y a 10 accords qui ont dû être signés. Donc pas beaucoup. Alors on remet une couche. Et là, on remet une couche non pas dans les graves difficultés économiques, mais dans le cadre d'une discussion sur, effectivement, d'une prévisibilité de problèmes économiques. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin, l'employeur n'aura même pas besoin de prouver qu'il y a des problèmes économiques. Il dira, voilà, il y a une prévisibilité, donc j'engage la discussion sur le maintien dans l'emploi. Alors, quand on dit prévisibilité, on peut résumer ça très tranquillement au chantage à l'emploi. Quand on a un bel exemple, un SMART, je ne développe pas parce qu'un certain nombre d'entre vous doit connaître. La menace de la délocalisation fait qu'on essaye de faire en sorte qu'on allonge la durée du travail sans prévoir bien évidemment de rémunération. Et donc on passe outre d'ailleurs les organisations syndicales pour faire un référendum. Et puis comme le référendum il n'est encore pas légal, on fait des modifications du contrat de travail par salarié. Comme ça, on a à la sortie, puisque les salariés craignent pour leur emploi, une signature de la modification. Voilà, c'est résumé entre guillemets sur les accords du maintien dans l'emploi. Alors, vous avez vu aussi que ce texte a été, comment je peux dire, modifié par la commission sociale, qui est la commission sociale de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui est curieux, et vous retrouverez ça dans les comptes rendus de la commission sociale, c'est qu'il y a eu une petite fronde des députés socialistes qui siègent à la commission sociale et d'autres, bien évidemment, formations politiques de gauche, sur ces accords de maintien dans l'emploi. Et donc, j'ai vu que les Républicains et l'UDI défendaient le texte. Vous voyez un peu la logique suivie dans cette lecture, entre guillemets, de ce texte. Alors après, ils ont modifié. Alors maintenant, il va y avoir un préambule pour que l'employeur explique bien pourquoi, et que si ce préambule n'existe pas, ça sera la nullité d'un accord. Il va y avoir un mandatement syndical pour les salariés qui, là où il n'y a pas de syndicat, là où il n'y a pas de délégué syndical, il y aura un mandatement syndical. Alors certains disent que ça va être obligatoire. Moi, quand je relis le texte de la commission sociale, j'ai dit peut mandater, des salariés peuvent être mandatés. Vous savez qu'en matière de droit du travail, entre peu et doigt, il y a une petite différence. Alors, on arrive aux plus grosses difficultés, c'est la modification du texte initial, puisqu'on disait que le salarié serait licencié pour un motif inhérent à sa personne et non pas économique. Et donc là, ils ont grandement progressé, puisque maintenant, ça sera effectivement un licenciement qui aura effectivement un motif économique. Alors ça, c'est pas dit comme ça. Il y aura les conséquences du motif économique, mais en réalité, le licenciement dirait la loi,
serait avec une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que là, on énonce carrément dans la loi que ce licenciement est une cause réelle et sérieuse. Donc circuler, il n'y a rien à voir. On emploie souvent ça, mais vous savez, vous le savez d'ailleurs mieux que moi, le Code civil, l'article 1784 du Code civil, vous savez, le maître est cru sur son affirmation, il rentre en plein dedans. Là. Une fois que l'employeur va affirmer qu'il y a une cause réelle et sérieuse, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat dans le Conseil des prud'hommes. Voilà la situation. Nous, on considère premièrement que le Code du travail ne devrait pas énoncer aussi clairement que le fait que le salarié refuse une modification de son contrat de travail parce qu'on l'obligerait à travailler plus pour gagner moins, serait automatiquement une cause réelle et sérieuse. Encore faudrait-il que le juge regarde le pourquoi des accords de maintien dans l'emploi. Est-ce qu'il y a une justification ou pas de ces accords de maintien dans l'emploi? Donc là, il va y avoir un débat qui va intervenir. Et puis, nous, on pense, parce qu'on a étudié, on a regardé un peu les choses, que la Convention 158 n'est pas respectée, notamment l'article 9 de la Convention 158, qui permet effectivement aux salariés de venir devant les juridictions pour contester le motif de leur licenciement. Et donc, on verra comment ce texte évoluera dans le temps. Mais voilà, un peu les éléments que je voulais donner sur les fameux accords de maintien dans l'emploi, qui sont dits d'ailleurs offensifs. D'ailleurs, c'est quand même assez curieux. Les noms employés aujourd'hui pour justifier l'injustifiable. Voilà, vous savez, il y a la loi de sécurisation de l'emploi qui ne sécurise rien. Il y a effectivement là le maintien dans l'emploi dont on s'aperçoit qu'à la sortie, non seulement on va pouvoir licencier des salariés qui refusent, en même temps on va les priver, si on suit le texte, on va les priver de recours devant le Conseil des prud'hommes, même si je fais confiance bien évidemment aux praticiens pour imaginer des solutions pour essayer de permettre, si jamais le texte est adopté dans cet état, permettre aux salariés de venir quand même contester leur licenciement devant les conseils des prud'hommes. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce projet et donc sur les fameux accords dits offensifs.